Ils ont financé le mariage de ma sœur au détriment de mon traitement contre le cancer. J'ai donc tout gâché avec leurs sombres secrets. Les mots du médecin flottaient dans l'air stérile comme une condamnation à mort. Lymphome agressif. Sans traitement, 6 mois tout au plus. Je serrai le dossier contenant les résultats des tests, les options de traitement, et ce chiffre dévastateur, 50 000 $, non couvert par l'assurance. Ce soir-là, en conduisant vers la maison de mes parents pour le dîner, l'espoir vacilla dans ma poitrine. Toute une vie à être la fille responsable, la bonne, était sur le point de compter. La famille prend soin de la famille, n'est-ce pas? Puis, j'ai regardé ma sœur, Tori, tournoyer dans le salon, exhibant sa bague de fiançailles pendant que mes parents rayonnaient. Nous dépensons 75 000 $ pour le mariage, annonça-t-elle. La main de mon père serra son épaule avec une fierté qu'il ne m'avait jamais montrée. 3 heures plus tard, j'étais assise dans ma voiture devant leur maison, mon diagnostic de cancer rejeté comme une intrusion inopportune dans la journée parfaite de ma sœur. C'est alors que je l'ai senti. Quelque chose se calcifiait en moi. Ils avaient choisi un mariage plutôt que ma vie. Ils l'avaient toujours choisi, elle. En essuyant mes larmes avec des doigts tremblants, je me suis fait une promesse. Je survivrai assez longtemps pour assister à ce mariage, non pas comme la belle-sœur qu'ils attendaient, mais comme le héros de la vérité qu'ils n'avaient jamais vu venir. Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné, car l'épisode spécial de demain est un de ceux que vous ne voulez absolument pas manquer. Les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital semblaient bourdonner plus fort que d'habitude alors que je sortais du bureau du docteur Mitchell. Mes doigts serraient si fort le dossier en manille contenant mes résultats de test que mes jointures étaient devenues blanches. Lymphome, agressif. Traitement spécialisé nécessaire immédiatement. 50 000 $, non couvert par l'assurance. Les mots rebondissaient dans ma tête comme dans un flipper, sans jamais atterrir, sans jamais se poser. Je me suis assise lourdement sur un banc à l'extérieur de l'hôpital, regardant des gens normaux vivre leur vie normale. Une mère poussant une poussette, un jeune couple se tenant la main, un homme âgé promenant son chien. Aucun d'eux ne portait une condamnation à mort dans un dossier. J'avais toujours été la responsable, la planificatrice, celle qui faisait tout correctement. Et maintenant, à 29 ans, j'étais confronté à un choix entre me ruiner ou mourir. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, « N'oublie pas le dîner de famille ce soir. Ta sœur a une grande nouvelle. » Le dîner de famille, bien sûr, car même le cancer ne pouvait rivaliser avec l'annonce que Tori avait prévue. Grandir en tant que petite sœur de Victoria Marshall n'avait jamais été facile. Dès ma naissance, il semblait que je me battais pour des miettes d'attention. Notre maison dans la banlieue du Connecticut était décorée de trophées et de rubans des compétitions de danse de Tori, tandis que mes réussites scolaires ne méritaient rien de plus qu'un « c'est bien, ma chérie » superficiel de la part de mes parents. Pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu un ordinateur portable d'occasion dont j'avais besoin pour l'école. 3 mois plus tard, Tori a eu 18 ans et a reçu une BMW décapotable flambant neuve. Elle en a besoin pour l'université, avait expliqué mon père en voyant mon visage s'affaisser. Je ne me suis jamais plainte. J'étais Emily Marshall, la bonne fille, celle qui comprenait, qui ne faisait jamais de vagues. Mais ce soir, en entrant dans l'allée de la maison de style colonial de mes parents, le poids du dossier dans mon sac semblait me donner un étrange courage. Peut-être que maintenant, enfin, il me verrait. Ma mère, Diane, m'a accueilli avec son habituelle étreinte rapide et s'est immédiatement lancée dans les préparatifs du dîner. Mon père, Robert, a à peine levé les yeux de son journal dans le salon. Tori n'était pas encore là, élégamment en retard comme toujours. « Tu as l'air pâle, Émilie » a commenté ma mère alors que je l'aidais à mettre la table. « Dors-tu assez ? Je t'ai dit que ton travail t'épuisait. » J'ai dégluti difficilement. « En fait, maman, j'ai besoin de te parler, à toi et à papa, de quelque chose d'important. Est-ce que ça peut attendre que ta sœur arrive ? Elle a une merveilleuse nouvelle. » Comme si elles étaient invoquées par ces mots, la porte d'entrée s'est ouverte en grand, et Tori a fait une entrée remarquée, radieuse dans une robe coûteuse, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle était suivie par Connor Williams, son petit ami depuis 8 mois et le fils de l'associé de mon père. « Je suis fiancé » a crié Tori, tendant sa main gauche pour montrer une bague en diamant qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Les minutes suivantes furent un tourbillon de félicitations et de champagne,
avec ma mère pleurant des larmes de joie et mon père tapant dans le dos de Connor comme s'il venait de gagner le Super Bowl. J'ai affiché un sourire et j'ai serré ma sœur dans mes bras, sentant le dossier dans mon sac s'alourdir de seconde en seconde. Le dîner fut un torrent de discussions sur le mariage en juin, église Saint-Thomas, au moins 300 invités, robe de créateur, lune de miel aux Maldives. Nous pensons que 75 000 $ devraient suffire, a dit Tori nonchalamment entre deux bouchées de poulet rôti. Papa a déjà dit qu'il s'en occuperait. N'est-ce pas, papa? Mon père a hoché la tête, rayonnant de fierté. Rien que le meilleur pour ma petite princesse. J'ai posé ma fourchette, la nourriture se transformant en cendre dans ma bouche. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Oh, Émilie, ça ne peut pas attendre, a soupiré Tori. Nous discutons de mon mariage. J'ai le cancer. Les mots sont tombés dans la conversation comme des pierres dans une eau calme. Pendant un instant, il y eut un silence absolu autour de la table. Quoi, a finalement murmuré ma mère. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le dossier, le plaçant sur la table. Lymphome agressif. J'ai besoin d'un traitement spécialisé qui coûte 50 000 $. L'assurance ne le couvre pas. J'ai besoin d'aide. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Mon père a regardé le dossier comme si c'était un serpent sur le point de frapper. Connor avait l'air mal à l'aise. Et Tori? Tori avait l'air agacé. Que veux-tu dire, exactement, a demandé mon père, sa voix étrangement formelle. Je dis que j'ai besoin d'une aide financière pour le traitement. Sans cela, mes chances ne sont pas bonnes. Mes parents ont échangé un regard que j'avais vu d'innombrables fois en grandissant, le regard qui signifiait qu'ils avaient une conversation à laquelle je n'étais pas convié. Émilie, commença ma mère avec hésitation. Tu sais que nous nous sommes déjà engagés pour le mariage de Tori. Les acomptes ne sont pas remboursables, et cette fusion. Elle s'arrêta brusquement. Fusion, ai-je répété. Mariage, a corrigé mon père en douceur. Ce mariage est trop important pour l'avenir de notre famille. Plus important que ma vie, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Ne sois pas dramatique, a interjeté Tori. Il y a d'autres options. Le financement participatif ou quelque chose comme ça. Les gens le font tout le temps. Ta sœur n'a pas tort, a dit mon père. Tu as toujours été pleine de ressources, Émilie. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je dit, regardant d'un visage à l'autre. Vous choisissez une fête plutôt que mon traitement contre le cancer. Ce n'est pas juste une fête, a rétorqué Tori, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant contre la table. C'est mon mariage, le jour le plus important de ma vie. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu essaies de me voler la vedette avec ce truc de cancer. Tori, a halté ma mère, mais il n'y avait pas de véritable réprimande dans son ton. Pouvons-nous en discuter plus tard, a dit mon père, son ton indiquant clairement que la conversation était terminée. Nous sommes censés célébrer. Je suis restée assise là, stupéfaite, alors qu'ils reprenaient leur conversation sur les arrangements floraux et les robes des demoiselles d'honneur. C'était comme si j'avais annoncé un inconvénient mineur, pas une maladie potentiellement mortelle. 3 semaines plus tard, je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis qui avait été temporairement convertie en espace de rangement pour les articles de mariage de Tori, des boîtes d'invitati. ONS personnalisées, des échantillons de linge de table, et là, accroché à la porte du placard, se trouvait une housse à vêtements de Berdorf Goodman. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte pour révéler la robe de mariée la plus élaborée que j'ai jamais vue, tout en dentelle, cristaux et mètres de soie. L'étiquette de prix était toujours attachée, 15 000 $. 15 000 $. Assez pour commencer mon traitement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retourné pour trouver mon père debout dans l'embrasure de la porte, le visage dur. 15 000 $ pour une robe qu'elle ne portera qu'une seule fois, ai-je dit, ma voix creuse. Mais vous ne pouvez pas m'aider à payer un traitement qui me sauverait la vie? C'est différent, a-t-il dit, croisant les bras. Comment? Comment est-ce différent? Parce que Tori apporte quelque chose à cette famille. Ce mariage, ce lien avec la famille Williams, ça signifie quelque chose. Ça a de la valeur. Sa voix s'élevait à chaque mot. Tu as toujours été un fardeau, toujours à vouloir quelque chose. Au moins, Tori apporte quelque chose à cette famille. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai reculé, heurtant la robe. Sors, a-t-il grogné. Et ne touche pas à ses affaires.
Je me suis enfui dans la petite chambre où je logeais depuis que mon diagnostic rendait la vie seule trop difficile. Je me suis effondré sur le lit, trop engourdi même pour pleurer. Au bout d'un moment, je me suis levé et j'ai commencé à fouiller dans de vieux albums photos, cherchant désespérément une preuve que j'avais compté pour eux un jour. La recherche m'a mené au grenier. Parmi les décorations de Noël poussiéreuses et les meubles oubliés, j'ai trouvé une boîte en métal étiquetée « Ne jamais ouvrir » de l'écriture soignée de ma mère. Le serrurier avec qui j'étais sorti à l'université m'avait appris quelques trucs, et la serrure simple a cédé facilement. À l'intérieur se trouvaient des documents qui changeaient tout. Des papiers d'adoption pour Victoria Ann Marshall, datés de près de 30 ans. Pas pour moi, comme je l'avais parfois soupçonné dans mes moments les plus sombres, mais pour ma parfaite, ma sœur en or. Selon les documents, on avait dit à mes parents qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant biologique. Ils avaient adopté Tori bébé. Et puis, 1 an plus tard, j'étais arrivé. Le bébé biologique surprise. Il y avait plus. Des registres financiers montrant des paiements réguliers de mon père à une certaine Eliza Kensington. Commençant exactement au moment de l'adoption de Tori, des paiements trimestriels de montants substantiels, se poursuivant jusqu'à aujourd'hui. Qui était Eliza Kensington, et pourquoi mes parents avaient-ils caché l'adoption de Tori pendant toutes ces années? La tête me tournant, j'ai recueilli des cheveux des brosses de ma famille et de la salive de gobelets jetés. J'ai dépensé le reste de mes économies dans des tests ADN, sachant que je franchissais une ligne mais trop désespéré pour m'en soucier. Pendant que j'attendais les résultats, les symptômes que j'essayais de cacher se sont aggravés. Des sueurs nocturnes trempant mes draps, un poids qui chutait de ma silhouette déjà mince, des bleus apparaissant après le moindre choc. Les escaliers menant à mon appartement du 3e étage sans ascenseur n'avaient jamais semblé aussi interminables. Je me suis arrêté sur le 2e palier, m'agrippant à la rampe alors que ma vision devenait floue. La perte de poids qui avait commencé avec mon diagnostic s'était accélérée, et mes vêtements autrefois ajustés pendaient maintenant sur ma carcasse comme des vêtements sur un épouvantail. Je me suis forcé à monter le dernier étage, chaque marche étant un rappel de ma condition qui se détériorait. Dans mon appartement, les factures couvraient la table de la cuisine. Factures médicales, loyer, charges, des tampons rouges, dernier avis, décoraient plusieurs enveloppes. La consultation avec un 2e oncologue avait confirmé mes craintes. Retarder le traitement réduisait considérablement mes chances de survie. Le docteur Patterson avait été gentil mais direct. Sans l'immunothérapie spécialisée, vos chances chutent d'environ 70% à peut-être 45%, avait-elle dit, se penchant en avant sur sa chaise. Nous pouvons mettre en place un plan de paiement, mais nous devons commencer bientôt, Émilie. J'avais hoché la tête, sachant que même avec un plan de paiement, je ne pouvais pas me le permettre. Mon assurance maladie couvrait la chimiothérapie de base mais pas l'immunothérapie ciblée qui offrait le meilleur espoir. J'avais déjà été forcé de prendre un congé sans solde de mon travail de graphiste lorsque les symptômes étaient devenus trop évidents pour être cachés. Un message texte a illuminé l'écran de mon téléphone, en retard encore. Dernier avertissement. Barnes. Mon travail de nuit comme femme de ménage au cabinet d'avocats Barnes et Miller était la seule chose qui me maintenait à flot, même s'il drainait le peu d'énergie qu'il me restait. Je me suis changé rapidement, avalant une poignée d'analgésiques en vente libre avant de repartir. Le cabinet d'avocats était vide quand je suis arrivé, les avocats et les assistants juridiques partis depuis longtemps. Juste moi, l'aspirateur et les rangées interminables de poubelles à vider. Je nettoyais le bureau de l'associé principal quand la pièce a commencé à tourner. J'ai essayé de me stabiliser contre le bureau mais j'ai manqué mon coup, m'écrasant sur le sol avec un presse-papier en cristal qui s'est brisé à l'impact. Je me suis réveillé à l'hôpital, une perfusion dans le bras et une infirmière vérifiant mes signes vitaux. Vous êtes sévèrement déshydraté et malnutri, m'a-t-elle dit. Nous avons appelé votre contact d'urgence. Je n'ai pas de contact d'urgence, ai-je murmuré. Un certain monsieur Robert Marshall. Il a dit qu'il était votre père. J'ai fermé les yeux. Parfait. Mon père est arrivé 1 heure plus tard, son visage un masque d'irritation plutôt que d'inquiétude. As-tu la moindre idée de l'heure qu'il est, a-t-il exigé sans préambule. Désolé de te déranger avec mon cancer, ai-je répondu, trop épuisé pour filtrer mes mots. C'est exactement de ça que je parle. Toujours le drame, toujours à tout ramener à toi. Il a passé une main dans ses cheveux gris. L'hôpital a appelé pour le paiement. Je leur ai dit que tu t'en occuperais. Bien sûr que tu l'as fait. Émilie, ta mère et moi avons des engagements.
Le mariage de Tori est plus important que ma vie. Oui, j'ai bien reçu le message au dîner. Je me suis détourné de lui, fixant le mur. Tu peux partir maintenant. Je suis sûr que tu as des échantillons de gâteaux de mariage à goûter ou quelque chose comme ça. Il est parti sans un autre mot. Le lendemain matin, j'ai été libéré avec une autre facture que je ne pouvais pas payer et des instructions pour me ménager. Quand je suis retourné à mon appartement, il y avait un avis d'expulsion sur la porte, 72 heures pour payer ou partir. Je me suis assise sur mon lit, fixant le vide, quand une notification a retenti sur mon ordinateur portable. Les résultats ADN étaient arrivés. Le test a confirmé ce que les papiers d'adoption avaient révélé, Tori n'était biologiquement liée à aucun de mes parents. Mais il y avait plus. Eliza Kensington, la femme qui recevait les paiements mystérieux, partageait des marqueurs ADN avec Tori. Et le plus étrange de tout, mon père partageait des marqueurs ADN avec Tori qui suggéraient qu'il pourrait être son oncle biologique. Oncle? Comment était-ce possible? J'ai passé les jours suivants à faire des recherches, utilisant les ordinateurs de la bibliothèque publique quand mon ordinateur portable est tombé en panne. Les archives des journaux ont révélé un scandale d'il y a 30 ans, avant qu'Internet ne rende de telles choses impossibles à enterrer. Michael Marshall, le jeune frère de mon père, avait été une étoile montante dans l'entreprise de construction familiale. Beau, charismatique, et apparemment impliqué avec une de ses étudiantes, Eliza Kensington. Selon un petit article enfoui dans la section locale, Michael était mort dans un accident de voiture peu de temps après qu'Eliza ait annoncé sa grossesse. L'article mentionnait des routes glissantes et une défaillance des freins sur un tronçon d'autoroute nouvellement construit. Une autoroute construite par Marshall Construction. Les archives judiciaires montraient que mes parents avaient conclu un accord juridique complexe avec Eliza. Ils adopteraient son bébé, Tori, et lui fourniraient un soutien financier substantiel en échange de son silence sur « quoi, exactement ?» L'accord tournait autour du pot, mais l'implication était claire. Il y avait des questions sur la mort de Michael auxquelles personne ne voulait de réponse. Alors que je traitais ces révélations, une enveloppe ornée est arrivée par la poste, l'invitation au mariage de Tori. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de son écriture fluide, « Essaie de ne pas avoir l'air trop malade à mon mariage. Je ne veux pas que tu gâches les photos. » La cruauté désinvolte m'a coupé le souffle plus efficacement que n'importe quel cancer. Je me suis souvenu de la sœur de Connor, Mélyn Williams. Nous avions été amicales lors des réunions de famille avant mon diagnostic, nous liant d'amitié grâce à notre amour commun pour les films classiques. Contrairement à son frère, qui semblait vivre dans la peur de décevoir leur père autoritaire, Mélyn avait un côté rebelle. J'ai trouvé son numéro et envoyé un texto. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille, loin des lieux de prédilection de notre famille. Mélyn a semblé choquée par mon apparence mais s'est vite reprise. Mon Dieu, Émilie, tu as l'air. Comme si j'étais en train de mourir du cancer? Merci, je sais. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. J'ai entendu parler du diagnostic. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose? En fait, oui. Je me suis penché en avant. Que sais-tu des fiançailles de ton frère avec ma sœur? L'expression de Mélyn s'est assombrie. Ce n'est pas une question d'amour, si c'est ce que tu demandes. Papa est obsédé par cette fusion entre nos entreprises. Il est convaincu que marier Connor à Tori est le seul moyen de la garantir. Alors Connor ne veut même pas l'épouser. Il la connaît à peine, a répondu Mélyn avec un haussement d'épaule. Mais tu connais Connor, toujours désespéré d'obtenir l'approbation de papa. De quoi s'agit-il, Émilie? J'ai hésité, puis j'ai poussé le dossier de documents sur la table. J'ai besoin de ton aide pour comprendre ce qui se passe vraiment. Au cours de l'heure suivante, je lui ai montré tout ce que j'avais découvert. À la fin, elle était pâle mais résolue. L'entreprise de mon père a accès à tous les registres financiers pour la fusion, a-t-elle dit. Je travaille au service comptabilité. Je peux t'aider à trouver plus d'informations. Avec l'aide de Mélyn, j'ai appris que l'entreprise de construction florissante de mon père, celle qui nous avait permis d'avoir un style de vie confortable, avait été à l'origine co-détenue avec son frère, Michael. Après la mort de Michael, mon père avait pris le contrôle total, et en un an, la valeur de l'entreprise avait quadruplé. La fusion avec Williams Développement ferait de mon père l'un des hommes les plus riches de l'État. Elle protégerait également, selon des documents confidentiels que Mélyn a trouvés, les deux entreprises d'éventuelles enquêtes pour fraude.
Les pièces du puzzle se mettaient en place. Une image terrible de cupidité, de trahison, et peut-être de meurtre. Mais avant que je puisse décider quoi faire de ces informations, mon corps m'a de nouveau trahi. Je me suis effondré dans la salle de bain de mon appartement, me réveillant à l'hôpital pour la 2e fois ce mois-là. Le docteur Patterson se tenait au pied de mon lit, son expression grave. « Emily, nous ne pouvons plus attendre. Le cancer progresse rapidement. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Je ne peux pas me permettre l'immunothérapie, ai-je murmuré. Nous commencerons avec le protocole standard. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Elle m'a serré l'épaule. Ça pourrait te faire gagner du temps. Du temps. La seule chose qui me manquait. Alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital cette nuit-là, des tubes de perfusion serpentant depuis mes bras, j'ai fait défiler le fil Instagram de Tori, des photos d'elle essayant des voiles, des gros plans de sa bague de fiançailles, une vidéo d'elle tournoyant dans sa robe outrageusement chère. Mariage de rêve, blabla, mariée parfaite, vie bénie. J'ai pris ma décision alors, fixant la perfection artificielle de sa vie organisée tandis que le poison s'égouttait dans mes veines pour combattre le cancer qui me tuait. J'assisterai au mariage, mais pas en tant que la sœur solidaire qu'ils attendaient. J'apporterai la vérité en cadeau, même si c'était la dernière chose que je ferais. « Êtes-vous sûr de ça ?» a demandé l'infirmière, Kelly, en me déconnectant des moniteurs. « Vos derniers résultats sanguins ne sont pas bons. Le docteur Patterson pense que vous devriez rester pour au moins une autre séance. » « Je ne peux pas me le permettre, ai-je répondu, signant les formulaires de décharge contre l'avis médical. « Je reviendrai quand je pourrai payer. » Kelly a pincé les lèvres en signe de désapprobation même a tendu une pompe à médicaments portable. « Gardez-la attachée. Elle aidera à gérer votre douleur et certains des symptômes. Vous devez revenir si vous avez de la fièvre ou si vous commencez à saigner. » J'ai hoché la tête, sachant très bien que je pourrais ne pas revenir à temps si les choses tournaient mal. Le mariage était dans 3 jours, et j'avais du travail à faire avant cela. L'adresse d'Eliza Kensington était dans une petite ville appelée Mapleton, à environ 3 heures de Hartford. J'ai emprunté la voiture de Méline, ne faisant pas confiance à ma propre vieille Honda pour faire le trajet. La pompe à médicaments pendait à mon côté comme un accessoire indésirable pendant que je conduisais, le paysage printanier défilant devant ma fenêtre. Mapleton s'est avéré être à peine plus qu'un carrefour avec un bureau de poste et un restaurant. La maison d'Eliza était un bungalow modeste avec un jardin bien entretenu en périphérie de la ville. Mes mains tremblaient en frappant à la porte. La femme qui a répondu devait avoir la 50aine, avec des cheveux blonds vénitiens parsemés de gris et des yeux verts familiers. Les yeux de Tori. Elle a pâli en me voyant là. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé avec prudence. « Êtes-vous Eliza Kensington ?» Qui demande ? J'ai pris une profonde inspiration. Je m'appelle Emily Marshall. Je crois que vous connaissez mon père, Robert Marshall. La porte s'est presque refermée sur mon nez, mais j'ai coincé mon pied dans l'entrebâillement. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour causer des ennuis. J'ai juste besoin de la vérité. Il n'y a aucune vérité ici qui pourrait aider qui que ce soit, a-t-elle dit, mais sa voix vacillait. J'ai sorti les résultats du test ADN. Je sais déjà que Victoria Marshall est votre fille biologique. Je sais que mon père vous paie depuis près de 30 ans. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Ses yeux se sont tournés vers la pompe médicale à mon côté. Êtes-vous malade ? En train de mourir, en fait. Lymphome. Mes parents ont choisi de financer le mariage de Victoria plutôt que mon traitement. Je n'avais pas l'intention de paraître si amer, mais les mots sont sortis, tranchants comme des couteaux. Quelque chose dans son expression a changé. Elle a ouvert la porte plus largement. Vous feriez mieux d'entrer. Le salon d'Eliza était propre mais meublé de façon spartiate. Des photos décoraient les murs, des paysages pour la plupart. Personne. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur un canapé usé. Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années, dit-elle doucement. Victoria. Je l'avais appelée Elisabeth, à l'origine, d'après ma grand-mère. Parlez-moi de Michael, ai-je dit. Eliza a tressailli. Que savez-vous ? Je sais qu'il était le frère de mon père. Je sais qu'il est mort dans un accident de voiture après que vous soyez tombée enceinte. Je sais que d'une manière ou d'une autre, mon père est lié à tout cela. Elle s'est versé un verre d'eau avec des mains tremblantes. Michael était tout. Brillant, gentil, passionné d'architecture.
Il a enseigné un de mes cours à l'université. La relation était inappropriée, je le sais maintenant. Mais j'avais 22 ans et je pensais tout savoir. Que s'est-il passé? Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il était ravi. Il voulait m'épouser, quitter l'entreprise familiale, créer son propre cabinet d'architecture. Ses yeux se sont perdus dans le souvenir. Mais Robert était furieux. L'entreprise avait déjà des problèmes. Michael était le génie créatif, celui qui avait la vision. Robert n'était que l'homme d'argent. Ils se sont disputés violemment. La nuit avant la mort de Michael, ils ont eu une terrible dispute au bureau. Michael a menacé de révéler des pratiques commerciales douteuses si Robert essayait de l'empêcher de quitter l'entreprise. Il a dit qu'il avait des documents, la preuve de quelque chose d'illégal. Elle a dégluti difficilement. Le lendemain, la voiture de Michael est sortie de la route sur ce nouveau tronçon d'autoroute, celui que Marshall Construction venait de terminer. Et vous pensez que mon père a quelque chose à voir avec ça? Les yeux d'Elisa ont rencontré les miens. Je sais qu'il en est responsable. Il n'y avait pas de trace de dérapage, Emily. Aucune indication que Michael ait essayé de freiner. Et l'accident s'est produit par une journée claire et sèche. Mon estomac s'est noué. Vous pensez qu'il a saboté les freins? Elle a hoché la tête lentement. Après les funérailles, Robert est venu me voir. Il a proposé d'adopter le bébé, de subvenir à nos besoins financiers à toutes les deux si je gardais le silence sur mes soupçons. J'étais jeune, enceinte, terrifiée. J'ai accepté le marché. Sa voix s'est brisée. Je vis avec cette décision depuis lors. Avez-vous des preuves? Autre chose que des soupçons? Elisa s'est levée et s'est dirigée vers un petit bureau dans le coin. D'un compartiment caché, elle a retiré une clé. J'ai tout gardé. Des lettres de Michael, des photos, des documents sur les paiements de Robert, et ceci. Elle m'a tendu une petite cassette. Michael m'a appelé juste après la dispute avec Robert. Il a laissé ça sur mon répondeur. Je l'ai gardé toutes ces années dans un box de stockage à Hartford. Elle a pressé la clé dans ma paume. Box 247 chez Secure Storage sur Maple Street. Tout est là. Peut-être qu'il est temps que la vérité éclate. J'ai quitté la maison d'Elisa avec la clé et un sentiment de détermination renouvelé, malgré mon corps défaillant. Le box de stockage contenait exactement ce qu'elle avait promis, des boîtes de preuves méticuleusement conservées pendant 30 ans. Le plus accablant était la conversation téléphonique enregistrée, la voix de Michael tendue alors qu'il décrivait la dispute avec mon père. Et puis, un deuxième enregistrement. Mon père, des heures après la mort de Michael, la voix pleine de panique, personne ne doit jamais savoir ce qui s'est passé, Elisa. Personne. Le dîner de répétition du mariage a eu lieu dans un restaurant chic du centre-ville de Hartford. Je suis arrivé en retard, ma pompe à médicaments partiellement dissimulée sous un cardigan ample. Les conversations se sont interrompues à mon entrée, mon apparence décharnée étant impossible à ignorer. Ma mère s'est précipitée vers moi, son sourire cassant. « Emily, ma chérie, tu es venue. Nous étions si inquiets. »« Vraiment ?» ai-je demandé d'un ton neutre. Ses yeux se sont tournés vers l'endroit où la pompe était visible. « Tu devrais vraiment t'habiller mieux pour cacher cette chose demain, a-t-elle murmuré, me guidant vers la table. Les gens poseront des questions. Les yeux de Tori se sont rétrécis quand elle m'a vu. Elle était radieuse dans une robe de créateur, ses cheveux blonds coiffés en un chignon élégant, son maquillage impeccable. Elle m'a serré dans ses bras pour le bénéfice des invités qui regardaient. « Tu es venu ?» a-t-elle dit à voix haute. « Je suis si contente que tu te sentes assez bien pour ça. » Puis, les lèvres près de mon oreille, elle a murmuré, « N'ose surtout pas faire en sorte que ça tourne autour de toi. » Tout au long du dîner, je suis resté assise en silence, observant le tableau se dérouler. Mon père, jovial et expansif, levant toast après toast à l'union des familles Marshall et Williams. Connor, beau mais réservé, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Son père, Gregory Williams, calculateur et froid, observant les débats comme un faucon. Après le dessert, je me suis retrouvé seul avec Connor sur la terrasse du restaurant. Il a semblé surpris quand je me suis approché. « Emily, dit-il maladroitement. Je suis désolé pour ta situation de santé. Es-tu amoureux de ma sœur, Connor ?» La question l'a clairement surpris. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que nous étions seuls avant de répondre. « Est-ce que ça a de l'importance ?»
Ça pourrait en avoir. Il a passé une main dans ses cheveux. Je la connais à peine, pour être honnête. Tout ça, c'est l'idée de mon père. La fusion, le mariage, tout. Assurer l'héritage familial, comme il dit. Et si je te disais que le mariage pourrait ne pas avoir lieu? L'espoir a traversé son visage avant qu'il ne puisse le réprimer. Que veux-tu dire? Ne sois juste pas surpris si les choses ne se passent pas comme prévu demain. Le matin du mariage s'est levé, clair et lumineux. Je suis arrivé à l'église tôt, rejoignant le cortège nuptial dans une pièce latérale où des postes de coiffure et de maquillage avaient été installés. Ma mère avait arrangé pour que je passe en dernier, espérant peut-être que la maquilleuse pourrait faire des miracles. Mon Dieu, a murmuré la maquilleuse quand ce fut enfin mon tour. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Faites de votre mieux, ai-je dit avec lassitude. Ça n'a pas vraiment d'importance. Malgré tous ces efforts, aucune quantité de maquillage ne pouvait dissimuler les joues creuses, les cernes, la pâleur maladive de ma peau. Tori, resplendissante dans un peignoir en soie en attendant la grande révélation de sa robe, m'a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. « Peux-tu t'asseoir là-bas » a-t-elle demandé, montrant une chaise dans le coin. « Tu plombes l'ambiance. » Pendant que les autres demoiselles d'honneur s'affairaient autour de Tori, je me suis éclipsé pour rencontrer brièvement Elisa, qui était arrivée comme prévu et attendait dans un café en face de l'église. « Es-tu sûr de ça » a-t-elle demandé, ses mains agitant nerveusement sa tasse. « Une fois que ce sera fait, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûr » ai-je répondu, lui remettant des copies de toutes les preuves. « S'il m'arrive quelque chose, je dois savoir que quelqu'un d'autre a ces informations. »« Tu as l'air terrible, Émilie. Tu devrais être à l'hôpital. » J'ai souri sombrement. Après aujourd'hui, j'y serai probablement. De retour à l'église, la cérémonie s'est déroulée avec toute la pompe que 75 000 $ pouvaient acheter. Des fleurs cascadaient de chaque surface. Un quatuor à cordes jouait pendant que les invités, l'élite de Hartford, entraient. Je me tenais à l'autel avec les autres demoiselles d'honneur, vacillant légèrement alors que mes forces diminuaient, regardant Tori descendre l'allée au bras de mon père. Pendant les vœux, j'ai croisé le regard de Méline au premier rang. Elle m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Tout était en place. Après la cérémonie, le photographe nous a arrangé pour des photos de famille sur les marches de l'église. « Pouvez-vous essayer d'avoir l'air en meilleure santé » m'a-t-il demandé, baissant la voix. « Peut-être enlever cette chose » a-t-il dit en désignant ma pompe à médicaments. « Elle me maintient en vie » ai-je répondu. Mon père s'est approché. « Enlève-la juste pour quelques minutes » a-t-il sifflé. « C'est le jour de ta sœur. » Non. Après plusieurs moments de tension, ils ont pris une série de photos sans moi, la représentation visuelle finale de toute une vie d'exclusion du récit familial. La réception a eu lieu au Hartford Club, un lieu exclusif avec des lustres en cristal et des couverts dorés. Le cortège nuptial a été annoncé avec une fanfare élaborée à notre entrée. Quand mon nom a été appelé, j'ai marché lentement, mes tubes médicaux et ma pompe bien visible dans ma robe de demoiselle d'honneur. Des murmures ont parcouru la foule de 300 invités. Ma mère m'a intercepté avant que je puisse atteindre ma place. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle exigé dans un murmure rauque. « Pourquoi essaies-tu de gâcher cette journée ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois. La femme qui avait choisi l'ambition de son mari et le mariage de sa fille adoptive plutôt que la vie de son enfant biologique. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit, ai-je dit tranquillement. Je vois juste enfin les choses clairement. Alors que je prenais ma place, mon père s'est approché du microphone pour son discours. Il a parlé avec éloquence de la famille, de la loyauté, de la fierté qu'il ressentait pour Tori, la fille qui a toujours apporté de la joie dans nos vies. Il a disserté sur l'avenir brillant qui s'annonçait alors que les familles Marshall et Williams s'unissaient, sans jamais mentionner mon existence, et encore moins ma maladie. Tout au long de la réception, j'ai regardé le champagne coûteux couler, écouté toast après toast célébrant le « couple parfait ». Lorsque le microphone est passé près de moi, ma mère l'a rapidement redirigé. De l'autre côté de la table, j'ai vu Tori mimer, Dieu merci, à sa demoiselle d'honneur principale. Méline a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a hoché la tête. Elle avait placé des documents clés sous les sièges de certains invités, le père de Connor, l'avocat de la famille, plusieurs associés. Elle avait également confirmé qu'Elisa attendait juste à l'extérieur, prête à entrer quand on l'appellerait. Je me suis levé, me stabilisant sur la table.
Ma vision est devenue floue, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'effondrer avant de pouvoir parler. Mon cœur s'emballait, ma respiration devenait courte et haletante. Ce n'était pas seulement de la nervosité. Mon corps me lâchait au moment crucial. Tori a remarqué ma détresse et, au lieu de montrer de l'inquiétude, a suggéré bruyamment, « Emily, peut-être que tu devrais sortir si tu ne te sens pas assez bien pour célébrer correctement. » Plusieurs invités se sont retournés pour me dévisager, choqués par son insensibilité. La pièce a basculé dangereusement, et je me suis agrippé plus fort à la table. « Pas maintenant, s'il vous plaît. Pas maintenant. » À travers la brume de ma conscience qui s'estompait, j'ai entendu le DJ annoncer, « Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps pour la traditionnelle danse de l'argent. Faites la queue pour avoir une chance de danser avec notre belle mariée et d'apporter la prospérité aux nouveaux mariés. » L'ironie m'a donné la dernière poussée dont j'avais besoin. Alors que les invités commençaient à former une file, de l'argent à la main, pour l'épingler sur la robe de Tori, je me suis forcé à me redresser. Avec chaque once de force restante dans mon corps défaillant, je me suis dirigé vers la cabine du DJ. La musique était sur le point de changer pour la danse de l'argent. Quand j'ai atteint le microphone, mes tubes médicaux et ma pompe étaient bien en évidence, un contraste frappant avec la célébration autour de moi. J'ai pris le microphone de son support, mes mains plus stables qu'elles n'auraient dû l'être. Avant de continuer à célébrer cette union, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la salle soudainement silencieuse, il y a des vérités que cette famille a besoin d'entendre. La salle s'est figée alors que je me tenais avec le microphone à la main. Le visage de mon père s'est tordu de rage alors qu'il se levait de son siège, tandis que les yeux de ma mère s'écarquillaient d'horreur. Tori se tenait paralysée près de la piste de danse, sa robe coûteuse scintillant sous les lumières de la salle de réception. Connor semblait déconcerté, et l'expression de son père s'est assombrie alors qu'il sentait que quelque chose allait perturber sa célébration de fusion soigneusement orchestrée. Il y a 3 mois, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable, on m'a diagnostiqué un lymphome agressif. Je suis venu voir ma famille pour obtenir de l'aide pour le traitement de $50 000 qui pourrait me sauver la vie. Ils ont refusé parce qu'ils avaient déjà engagé $75 000 pour ce mariage. Des halètements ont résonné dans la salle. Une femme à une table voisine a couvert sa bouche en état de choc. Gregory Williams, le père de Connor, s'est agité mal à l'aise sur son siège. Pour ceux d'entre vous qui connaissent notre famille depuis des années, vous avez vu le schéma. Vous avez vu Tori tout recevoir pendant que je restais dans l'ombre. Ce que vous ne saviez pas, ce qu'aucun de nous ne savait jusqu'à récemment, c'était pourquoi. Mon père a commencé à se diriger vers moi, mais Méline l'a intercepté en douceur, faisant semblant de lui poser une question tout en bloquant son chemin. Je l'ai remercié silencieusement et j'ai continué. J'ai passé ma vie à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien pour eux, pourquoi rien de ce que j'accomplissais n'avait d'importance. Maintenant, je sais que la vérité va bien au-delà d'un simple favoritisme. J'ai fait une pause, rassemblant mes forces pour ce qui allait suivre. Tori n'est pas leur fille biologique. Elle est adoptée. C'est un mensonge, a crié Tori, laissant tomber son bouquet. Maman, papa, dites à tout le monde qu'elle ment. Ma mère a essayé de se précipiter vers moi, mais son chemin était bloqué par des invités qui s'étaient levés de leur siège, captivés par le drame qui se déroulait. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué. Tori est en fait la fille du frère de mon père, Michael, et de son étudiante, Eliza Kensington. Au signal, Méline a fait entrer Eliza dans la salle de réception. Elle a marché lentement vers l'avant, sa ressemblance avec Tori indubitable maintenant que tout le monde pouvait les voir côte à côte. La similitude dans leurs yeux, la forme de leur visage, le dessin de leur mâchoire, c'était indéniable. Des murmures se sont élevés parmi les invités plus âgés qui avaient connu Michael. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» a exigé Gregory Williams, se levant. « Robert, qu'est-ce qui se passe ?» Mon père était devenu pâle, ses yeux passant d'Eliza à la sortie. « C'est absurde. Emily est clairement délirante à cause de sa maladie et de ses médicaments. » « Vraiment ?» J'ai fouillé dans ma pochette et j'ai brandi une clé USB. Sur cette clé se trouve la preuve que mon oncle, Michael, n'est pas mort dans un accident. Après avoir menacé de révéler des pratiques commerciales illégales, sa voiture s'est mystérieusement écrasée sur un tronçon de route où papa effectuait des travaux de construction. J'ai fait un signe de tête à Méline, qui a commencé à distribuer des copies imprimées des preuves aux invités clés. Les appels téléphoniques enregistrés sont particulièrement intéressants, surtout celui où mon père semble paniquer après l'accident de Michael, disant, et je cite, «
personne ne doit jamais savoir ce qui s'est passé. La salle était devenue complètement silencieuse. Même le personnel de restauration avait cessé de bouger, les plateaux suspendus en plein service. Et Connor, ai-je dit, me tournant vers le nouveau mari de ma sœur, qui se tenait figé près de Tori, je suis désolé de te le dire de cette façon, mais toi et Tori êtes cousins germains biologiques par la lignée de Michael. J'ai brandi les résultats du test ADN. Ce mariage est légalement invalide dans cet état. Mais je soupçonne que c'est le cadet de nos soucis maintenant. Le visage de Connor a perdu toute couleur. Son père m'a arraché les résultats ADN des mains, les parcourant avec une alarme croissante. La vraie raison de ce mariage précipité n'est pas l'amour. C'est l'argent, ai-je dit, en regardant le visage de mon père se tordre de fureur. L'entreprise de papa est en faillite. J'ai fait un signe de tête à Méline, qui a remis au père de Connor un dossier de documents financiers. Il a besoin de cette fusion pour éviter l'effondrement financier et d'éventuelles poursuites pénales pour fraude. Gregory Williams a feuilleté les documents, son expression se durcissant à chaque page. « Espèce de salaud », a-t-il marmonné à mon père. « Tu allais nous entraîner dans ta chute. » Avec des doigts tremblants, j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement de mes parents de la veille, leurs paroles insensibles à mon sujet résonnant dans la salle silencieuse. Une fois ce mariage terminé et la fusion achevée, nous n'aurons plus à faire face à son besoin d'attention. Nous avons assez donné. La voix de ma mère, claire et sans équivoque. Elle a toujours été difficile, même bébé. Puis, j'ai joué l'enregistrement accablant du box de stockage d'Elisa, la voix paniquée de mon père après la mort de Michael. Plusieurs invités se sont levés et ont commencé à partir, y compris des associés et des amis qui connaissaient mes parents depuis des décennies. Je ne m'attends pas à vivre beaucoup plus longtemps sans le traitement qu'ils ont refusé de m'aider à obtenir, ai-je dit, mes forces s'évanouissant enfin. Mais je ne pouvais pas laisser cette famille continuer à construire leur vie sur des mensonges pendant que j'étais effacé de l'existence. La vérité avait besoin de témoins. La pièce est devenue floue autour de moi alors que mes genoux flanchaient. Le microphone m'a glissé des doigts, s'écrasant sur le sol avec un crissement de Larsen. La dernière chose que j'ai entendue fut le cri angoissé de Tori et mon père criant quelque chose sur la gestion de crise. Puis, l'obscurité m'a envahi, et je m'y suis abandonné volontiers. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Le chaos a éclaté alors que je m'effondrais. À travers ma conscience qui s'estompait, j'ai entendu des cris, des pleurs, le bruit des chaises alors que les invités fuyaient le scandale. Quelqu'un, peut-être un médecin parmi les invités, vérifiait mon pouls. Des voix se disputaient pour savoir s'il fallait appeler une ambulance ou simplement laisser mes parents s'en occuper. Éloignez-vous d'elle, est venue la voix féroce de Méline. Ses parents sont les dernières personnes qui devraient prendre des décisions concernant ses soins. Puis, la voix de Connor, étonnamment autoritaire, j'appelle le 911. Personne ne la touche jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Les sanglots de Tori ont pénétré ma brume. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Maman, papa, dites-moi que ce n'est pas vrai. La tentative désespérée de mon père pour limiter les dégâts, tout le monde, s'il vous plaît, restez calme. Ma fille est clairement malade et confuse. Ces allégations sont... Garde ça pour toi, Robert, l'interrompit Gregory Williams. J'en ai assez vu. Ce mariage est terminé, et notre relation d'affaires aussi. Le hurlement des sirènes approchant fut la dernière chose que j'entendis avant que la conscience ne s'évanouisse complètement. Les rêves et les souvenirs se sont mêlés alors que je flottais dans l'obscurité. Mon anniversaire d'enfance que personne n'avait retenu. Le 16e anniversaire de Tori avec son photographe professionnel et ses 100 invités. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, mes parents partant tôt pour assister au récital de danse de Tori. Le visage du médecin alors qu'il me donnait mon diagnostic. Les yeux froids de mon père alors qu'il me traitait de fardeau. La lumière a lentement pénétré mes paupières fermées, et le bip régulier des moniteurs d'hôpital m'a ramené à la réalité. J'ai cligné des yeux, désorienté, essayant de comprendre où j'étais. Une chambre privée, des fleurs sur le rebord de la fenêtre, le soleil entrant à travers des stores partiellement fermés. Elle est réveillée, a dit une voix à ma droite. J'ai tourné lentement la tête pour voir Connor assis à côté de mon lit, avec Méline debout à côté de lui. Leur présence n'avait aucun sens. Quoi? Ma voix était un croassement sec. Méline a versé de l'eau d'une carafe et m'a aidé à boire une gorgée. Tu as été inconsciente pendant 3 jours. Les médecins n'étaient pas sûrs que tu te réveillerais.
Le mariage, ai-je réussi à dire. Connor a eu un rire court et sans humour. Complètement détruit, ainsi qu'environ 5 générations de planification familiale. Tu sais certainement comment lancer une grenade dans une pièce. Malgré tout, j'ai ressenti une lueur de culpabilité. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Ne le sois pas, a-t-il dit fermement. Tu m'as sauvé de l'épouser, ma cousine, pour commencer. Que s'est-il passé après que je me sois effondré? Méline et Connor ont échangé des regards. Le chaos total, a dit Méline. Après que l'ambulance t'ait emmené, tout s'est effondré. Grégory, notre père, était furieux. Il porte plainte pour fraude contre ton père pour la tromperie de la fusion. Tes preuves sur la mort de Michael étaient assez convaincantes, a ajouté Connor. La police a ouvert une enquête basée sur le témoignage d'Elisa et les enregistrements. J'ai essayé de traiter cette information. Mes parents? Ta mère a essayé de venir hier, a dit Méline avec précaution. L'hôpital l'a renvoyée à notre demande. À votre demande? Pourquoi feriez-vous? Parce que nous sommes maintenant tes mandataires médicaux, a expliqué Connor. Tu n'avais aucune directive en place, et nous avons convaincu l'hôpital que tes parents avaient un conflit d'intérêts concernant tes soins. Je les ai regardés, confuses. Pourquoi m'aideriez-vous? J'ai ruiné votre mariage. J'ai exposé les affaires de votre famille. Tu nous as rendu service, a dit Méline fermement. Connor n'a jamais voulu épouser Tori, et j'essaie d'échapper au contrôle de notre père depuis des années. Toute cette histoire nous a en fait libérés d'une certaine manière. Connor a hoché la tête en signe d'accord. De plus, la chose la plus étrange s'est produite après que tu aies été emmené. Les gens ont été tellement émus par ton histoire que quelqu'un a lancé une campagne de financement participatif pour ton traitement. Quoi? J'ai essayé de m'asseoir, grimaçant à la douleur qui traversait mon corps. Ne bouge pas trop, m'a prévenu Méline, ajustant mes oreillers. Mais oui, c'est vrai. D'anciens amis de la famille, des associés, même des inconnus qui ont entendu parler de ce qui s'est passé, ils ont tous contribué. La campagne a recueilli plus de 150 000 $. 3 fois ce dont j'avais besoin, ai-je murmuré, les larmes remplissant mes yeux. Le traitement spécialisé a déjà commencé, a dit Connor, désignant le support de perfusion à côté de mon lit. Les médecins sont prudemment optimistes. Je me suis allongé, submergé. Et Tori et mes parents? Tori a fait une dépression complète après avoir appris la vérité, a répondu Méline. Une fois les preuves ADN vérifiées, elle a emménagé chez Elisa. Apparemment, elle est désespérée d'en apprendre davantage sur son père biologique. Sa robe de mariée a été donnée à une œuvre de charité pour les mariages de patientes atteintes de cancer, a ajouté Connor avec un léger sourire. Et l'entreprise, ai-je demandé. La fusion s'est effondrée, évidemment, a dit Connor. L'entreprise de ton père a déposé le bilan. Au cours de l'enquête, ils ont découvert que ton fonds pour l'université, dont on t'avait dit qu'il n'existait pas, avait été vidé il y a des années pour couvrir les dettes de l'entreprise. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Quand j'avais demandé des informations sur les économies pour l'université au lycée, mes parents avaient prétendu qu'ils n'avaient rien pu mettre de côté. Pendant ce temps, l'éducation de Tori dans une université privée coûteuse avait été entièrement financée. Le chemin à parcourir est encore difficile, a prévenu Méline en me serrant la main. Mais tu as une chance de t'en sortir maintenant, et tu n'es pas seul. J'ai regardé ces 2 personnes, pratiquement des inconnus jusqu'à quelques jours auparavant, qui s'étaient manifestés lorsque ma propre famille m'avait abandonné. Merci, ai-je murmuré, les mots totalement inadéquats pour ce que je ressentais. 3 semaines après le début de mon traitement, ma mère est apparue à l'hôpital malgré les restrictions. J'étais seul dans ma chambre quand elle est entrée, son apparence normalement parfaite montrant des signes de tension. Des cheveux moins précisément coiffés, un maquillage qui ne cachait pas tout à fait les ombres sous ses yeux. « Émilie » a-t-elle dit, posant un bouquet de lys sur la table. Mes fleurs les moins préférées. Elle ne savait même pas ça de moi. « Je ne veux pas te voir » ai-je dit d'un ton neutre. « S'il te plaît, écoute-moi. » Elle s'est assise sur la chaise des visiteurs sans attendre la permission. Ce qui s'est passé au mariage, ce n'était pas ce que tu penses. Vraiment? Parce que je pense que toi et papa avez choisi Tori plutôt que moi toute ma vie, y compris lorsqu'il s'agissait d'un traitement médical vital. Elle a tressailli. Nous avons fait des erreurs. De terribles erreurs.
Mais tu dois comprendre la position dans laquelle nous étions après la mort de Michael. Après que papa l'ait tué, tu veux dire? Son visage est devenu blanc. Je ne savais pas. Pas au début. Au moment où j'ai eu des soupçons, nous élevions déjà Tori, nous étions déjà engagés dans le mensonge. Il semblait plus charitable de la protéger de la vérité. Charitable pour elle, peut-être, mais pour moi? Quelle était ton excuse pour me traiter comme si je n'avais pas d'importance? Tu as toujours été si indépendante, si capable. Tori avait besoin de plus de soutien, de plus d'attention. Nous pensions que tu allais bien. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. J'ai quitté ton père. J'ai demandé le divorce. Je veux une chance de réparer les choses. J'ai étudié son visage, cherchant un remords sincère mais ne trouvant que de la peur et de l'autopréservation. Je pense que tu devrais partir. Émilie, s'il te plaît. Non. Peut-être qu'un jour je serai prête à entendre tes excuses, mais pas aujourd'hui. Pas alors que je me bats pour ma vie parce que tu as choisi de ne pas m'aider. Après son départ, une infirmière a apporté une lettre qu'elle avait laissée à la réception. Je l'ai mise de côté, non ouverte, pas prête pour les justifications qu'elle contenait. Alors que le printemps cédait la place à l'été, mon état s'est progressivement amélioré. L'immunothérapie spécialisée, combinée au traitement traditionnel, fonctionnait mieux que ce que les médecins avaient prévu. Mon pronostic était passé de désastreux à prudemment optimiste. Ma chambre d'hôpital était devenue une sorte de quartier général pour mon improbable nouveau système de soutien. Elisa venait régulièrement, apportant toujours de la soupe maison et des histoires sur Michael, ses rêves de concevoir des bâtiments durables, son amour pour le jazz classique, son habitude de laisser des mots d'amour dans ses manuels. Grâce à elle, j'ai commencé à connaître l'oncle que je n'avais jamais rencontré, le seul membre de la famille qui m'aurait peut-être traité différemment. Connor et Méline étaient des présences constantes, s'occupant de la paperasse, se disputant avec les compagnies d'assurance et veillant à ce que je reçoive les meilleurs soins possibles. Connor avait rompu les liens avec son père après avoir appris l'étendue de son implication dans les plans de fusion frauduleux. Il utilisait son diplôme en commerce pour aider à restructurer ce qui restait de l'entreprise Williams après la démission forcée de son père. Des nouvelles de l'affaire de mon père, ai-je demandé à Connor un après-midi alors qu'il m'aidait à marcher dans le couloir de l'hôpital, mes forces revenant lentement. Il négocie un accord de plaidoyer, a répondu Connor. Il échange son témoignage contre d'anciens associés contre une peine réduite. Il semblerait qu'il purgera environ 10 ans. J'ai hoché la tête, traitant cette information. Je ne ressentais aucune satisfaction dans la chute de mon père, seulement une tristesse creuse pour ce qui aurait pu être s'il avait fait des choix différents. La demande de divorce de ta mère a été acceptée, a ajouté Méline, levant les yeux de son ordinateur portable. Elle prétend qu'elle a aussi été victime de sa manipulation. L'était-elle, me suis-je demandé à voix haute. L'enregistrement suggère qu'elle en savait plus qu'elle ne l'admet, a dit Connor doucement. Mais peut-être pas tout. J'ai pensé à sa lettre, toujours non ouverte dans le tiroir de ma table de chevet. Certaines vérités que je n'étais pas encore prête à affronter. Tori n'avait fait aucune tentative pour me contacter. Selon Elisa, elle luttait pour reconstruire son identité après avoir appris la vérité sur ses origines. Elle avait emménagé dans la chambre d'amis d'Elisa, annulé sa lune de miel et commencé une thérapie. Elle demande de tes nouvelles, m'a dit Elisa lors d'une visite. Elle n'est pas encore prête à te voir, mais elle demande comment tu vas. Que lui dis-tu? La vérité. Que tu te bats, que tu pourrais gagner. 6 mois après le mariage qui n'en était pas un, j'ai été libéré de l'hôpital. Le cancer n'avait pas disparu, mais il avait suffisamment reculé pour que je puisse continuer le traitement en ambulatoire. Mon appartement avait depuis longtemps été loué à quelqu'un d'autre, alors j'ai emménagé temporairement dans la chambre d'amis de Méline. Ma première semaine de liberté a coïncidé avec une audience préliminaire dans l'affaire de mon père. J'ai décidé d'y assister, ayant besoin de le voir faire face aux conséquences de ses actes. Le palais de justice était bondé de journalistes. Le scandale avait attiré une attention considérable dans les milieux d'affaires. Mon père semblait plus petit dans son costume sombre, les épaules voûtées alors qu'il s'entretenait avec son avocat. Quand il m'a repéré dans la galerie, son expression a oscillé entre la honte et le défi. J'ai soutenu son regard fermement jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Après l'audience, alors que je quittais le palais de justice, un journaliste a tendu un microphone vers moi. Mademoiselle Marshall, que ressentez-vous en sachant que votre révélation vous a sauvé la vie mais a détruit votre famille?
Ma famille était déjà détruite, ai-je répondu tranquillement. La vérité l'a simplement rendue visible. Ce soir-là, j'ai finalement ouvert la lettre de ma mère. À l'intérieur se trouvait une confession. Elle avait soupçonné l'implication de mon père dans la mort de Michael mais avait choisi de fermer les yeux pour protéger son style de vie et sa position sociale. Elle s'était convaincue que l'adoption de Tori était un acte de bonté plutôt qu'une dissimulation. Avec le temps, leur préférence pour Tori était devenue une habitude que ni l'un ni l'autre ne remettait en question, même en voyant la douleur que cela me causait. La lettre se terminait par une demande de pardon que je n'étais pas prête à accorder et un chèque de 25 000 $. La moitié de ce dont tu avais besoin pour le traitement. Trop peu, trop tard, mais je l'ai quand même déposé. L'argent irait à la fondation que je prévoyais de créer. Un an après le jour fatidique du mariage, je me tenais à un podium dans la salle de bal d'un autre hôtel, m'adressant à la collecte de fonds inaugurale de la Fondation Marshall pour la Vérité, une organisation dédiée à aider les patients atteints de cancer privés de soutien familial. La foule devant moi comprenait de nombreux visages que je reconnaissais du mariage, d'anciens amis de la famille, des associés et des membres de la communauté qui avaient été témoins de mon effondrement et de ma justification ultérieure. Mais au premier plan se trouvaient les personnes qui comptaient le plus maintenant, Elisa, Connor et Méline, ma famille choisie. Quand on m'a diagnostiqué un lymphome, ai-je commencé, j'ai découvert que la maladie peut prendre de nombreuses formes. Le cancer attaque le corps, mais les secrets et les mensonges détruisent l'âme. En cherchant un traitement pour l'un, j'ai été forcé de confronter l'autre. J'ai balayé l'auditoire du regard, notant l'absence de mes parents et de Tori. Certaines personnes demandent si je regrette ce qui s'est passé ce jour-là, si exposer la vérité valait le coup. Ma réponse est oui, parce que vivre honnêtement, même avec la douleur, est mieux que de survivre sur des mensonges. Alors que je continuais mon discours, j'ai ressenti une étrange légèreté. Le cancer était en rémission, bien que mes médecins m'aient prévenu qu'il pourrait revenir. Les procédures judiciaires contre mon père étaient en cours. Ma relation avec ma mère consistait en des appels téléphoniques occasionnels et guindés. Tori et moi restions brouillés. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas défini par le rejet de ma famille. J'avais revendiqué ma propre histoire. Après la collecte de fonds, qui a dépassé son objectif de près de 100 000 $, nous avons célébré dans l'appartement de Méline. Alors que nous levions nos verres pour un toast, j'ai remarqué qu'Elisa me regardait avec un sourire doux amer. « Quoi » ai-je demandé. « Tu me rappelles lui. » « Michael » a-t-elle dit doucement. Il avait cette même détermination, ce refus d'accepter l'injustice. Il aurait été fier de toi. Nous sommes fiers de toi, a ajouté Connor, levant son verre plus haut. Plus tard dans la soirée, alors que les autres discutaient dans le salon, je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air. Les lumières de la ville s'étendaient devant moi, et j'ai pensé au parcours de l'année écoulée, du diagnostic à la quasi-mort jusqu'à une renaissance inattendue. Mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert avec une légère curiosité, puis je me suis figé devant les mots à l'écran. C'est Tori. Je suis prête à parler, si tu le es aussi. J'ai fixé le message pendant un long moment, pesant les possibilités. Une réconciliation, une autre confrontation, ou quelque chose entre les deux, une exploration prudente de ce que nous pourrions être l'une pour l'autre maintenant que les mythes de notre enfance avaient été brisés. J'ai tapé une réponse, un café demain? Juste nous deux. Sa réponse est venue rapidement, merci. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai rejoint mes amis à l'intérieur. Demain apporterait ses propres défis, mais ce soir était consacré à célébrer la survie, non seulement du cancer, mais aussi de la maladie plus difficile de vivre la version de quelqu'un d'autre de ma vie. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous pour faire retirer mon cathéter à chambre implantable, le dispositif qui avait délivré à la fois poison et guérison dans mon corps au cours de l'année écoulée. Son retrait marquerait la fin officielle de mon traitement, bien que la surveillance se poursuivrait indéfiniment. Alors que le médecin se préparait pour la procédure mineure, il a fait la remarque, c'est toujours ma partie préférée des soins contre le cancer, quand nous pouvons retirer le matériel. La mienne aussi, ai-je convenu, souriant en pensant au rendez-vous pour le café prévu plus tard dans la journée. Le retrait du cathéter était plus qu'une étape médicale. Il symbolisait le retrait d'autres attachements indésirables, la dynamique familiale toxique, les mensonges, la relégation dans l'ombre. La procédure a duré moins de 30 minutes. En quittant l'hôpital, pour peut-être la dernière fois en tant que patiente, j'ai touché le petit pansement là où le cathéter avait été.
La cicatrice physique s'estomperait avec le temps, comme je l'espérais pour les cicatrices émotionnelles. Quoi qu'il arrive avec Tori, quel que soit l'avenir, j'étais enfin l'auteur de ma propre histoire. Non plus un personnage secondaire dans le récit de ma famille, mais la protagoniste de ma propre vie. Compliquée, imparfaite, mais authentiquement mienne. Cette prise de conscience, plus que la rémission, plus que le succès de la fondation, me semblait être la véritable guérison. Et en sortant au soleil, je savais que ce n'était que le début. Que feriez-vous si votre famille choisissait le bonheur de quelqu'un d'autre plutôt que votre survie? Parfois, l'acte le plus fort d'amour-propre est de se tenir dans sa vérité, même quand cela brise tout autour de vous. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour plus de récits de secrets de famille, de justice et du courage de se réapproprier sa propre vie.